Bonsoir à tous. Nous nous trouvons à Marrakech qui accueille les assemblées générales des actionnaires de l'Africa 50 et qui accueille aussi un autre événement de grande envergure, en l'occurrence le Africa-US Business Summit ou le sommet des affaires Afrique-USA, États-Unis. Et en marge de ces deux événements, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui une personnalité très influente en Afrique et qui porte le Maroc dans son cœur et qui porte de très grands espoirs pour le continent. Il est le président de la Banque africaine de développement. Bonsoir, docteur Akinwumi Adesina. Bonsoir, comment allez-vous? Très très bien, Très merci. Bien. Merci. Merci de répondre à nos questions ce soir. Je rappellerai aussi que vous êtes président du conseil d'administration d'Africa 50, qui a tenu donc ses assemblées générales ici à Marrakech, l'Assemblée générale des actionnaires, une grande symbolique, en sachant que Africa 50 a son siège à Casablanca. Je voudrais avoir les résultats de ces assemblées générales. Est-ce qu'il y a eu une annonce majeure suite à ces assemblées générales des actionnaires d'Africa 50, docteur Adesina? Ouais, bon, je suis vraiment très heureux aussi que le Maroc a facilité toutes les choses possibles pour nous, mettre à notre disposition toutes les facilités pour pouvoir avoir cette assemblée annuelle de l'Africa 50 ici dans votre beau pays. Donc, nous sommes venus ici parce que d'abord pour deux choses. Le Maroc habite le siège de l'Africa 50. Deuxièmement, le Maroc aussi fait partie des premiers investisseurs dans l'Africa 50 quand l'Africa 50 a été créée. Donc voilà, c'est juste comme l'Africa 50 est ici et le Maroc le soutient et normalement c'est un grand plaisir pour nous de faire notre assemblée annuelle ici. Nous sommes venus ici parce que nous voulons aussi montrer pour les actionnaires de la banque de Africa 50 les résultats qui ont été obtenus par Africa 50, qui a été créé comme une organisation il n'y a que 6 ans. Ils sont très jeunes. Très jeune, mais quand même très jeune avec la perspective très, très intéressante pour l'Afrique. Parce que déjà, ils ont fait beaucoup d'investissements sur l'infrastructure aujourd'hui qui donne accès à l'énergie, par exemple, pour 17 millions de personnes dans une période de moins de 6 ans. C'était une occasion donc d'exprimer notre gratitude à tous nos actionnaires. Deuxièmement, de renforcer l'importance de faire la souscription pour les fonds propres de Africa 50. C'est très important. Et aussi finalement d'avoir engagement avec le secteur privé, surtout le fonds institutionnel, parce qu'il y a un déficit en ce qui concerne l'infrastructure en Afrique. Le déficit, c'est entre 68 et 100,8 milliards de dollars au niveau du déficit de financement par an. Bon, pour combler ce déficit, il faut l'engagement des investisseurs privés, surtout les investisseurs institutionnels. Donc, Africa 50 avait signé un accord de travail ensemble avec les investisseurs institutionnels pour l'Afrique, qui est vraiment quelque chose très majeur pour nous. Donc voilà un peu ce que je peux dire pour l'instant. Docteur Adesina, est-ce qu'il y a de nouveaux actionnaires pour l'Africa 50? Ah oui, bien sûr. Nous avons c'était un grand plaisir pour nous de recevoir le pays de Cap-Vert comme un membre de Africa 50. Nous avons aussi reçu la note de la part du pays de la République de Tanzanie ils sont prêts de devenir membres de l'Africa 50. Il y a un ou deux choses légales, juridiques qui doivent faire, mais quand même, on est vraiment très heureux que, aujourd'hui, en tant que concerne le membre de l'Africa 50, les pays africains, deviendra aujourd'hui 29. 29 pays. Très bien. Alors, nous sommes aussi ici à Marrakech et vous allez également tenir des sessions lors du Business Summit, Africa-US Business Summit. Je voudrais vous poser la question que beaucoup de personnes se posent pendant ce genre d'événement. On dit qu'il y a beaucoup de discours, qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais sur le terrain, rien ne se concrétise. Qu'attendons-nous de concret d'un tel sommet qui se tient ici au Maroc, en sachant bien sûr l'importance de l'investissement aujourd'hui privé dans ce qu'est les infrastructures, compte tenu aussi du contexte que vit et que vivent les pays africains. Est-ce qu'aujourd'hui,
aujourd'hui, on peut vraiment s'attendre à du concret de ce sommet, selon vous, docteur Adesina? Oui, je pense, parce que si vous regardez en Afrique aujourd'hui, l'Afrique, malgré la difficulté posée par la COVID-19, l'économie a rebondi avec un taux de croissance de soit 6,9%, même s'il y avait quand même une réduction à 9,1% à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais quand même, la perspective pour l'Afrique est positive. L'Afrique a beaucoup de potentialités, soit au niveau de l'énergie renouvelable, soit au niveau de l'agriculture. L'Afrique aujourd'hui détient de 400 millions d'hectares disponibles qui n'est pas encore cultivés. Donc ça veut dire que c'est l'Afrique qui doit aussi jouer un rôle très important pour nourrir le monde. Donc il y a ces potentialités. L'Afrique, comme je viens de vous dire, a un déficit au niveau de l'infrastructure en total à 68 jusqu'à 100,8 milliards de dollars. Bon, on peut voir ça comme une challenge, mais c'est une opportunité aussi sur l'énergie renouvelable, au niveau du transport, au niveau de l'infrastructure digitale, au niveau de l'eau et assainissement. Regardez ça, mais aussi au niveau de les zones de libre-échange continentales. Avec le PIB total d'un montant de 3,3 000 milliards de dollars. Donc, Afrique, avec son jeune population, le taux d'urbanisation, le taille de marché, ce n'est pas une place qu'on peut regarder juste pour le développement. Non. Cette idée, vous pouvez nous assurer aujourd'hui, docteur Adesina, qu'elle est en train de changer dans le mindset de l'Occident. C'est le mindset. Le mindset des Américains ne voit plus l'Afrique comme pour des aides au développement, mais pour un partenaire économique solide. Vous le pensez, vous l'assurez? Oui, je suis très sûr de ça, parce que si vous regardez ce que le Corporate Council africain est en train de faire, c'est pour mobiliser les gens de voir la potentialité d'investissement en Afrique. Je vous donne un exemple. Nous, à la Banque africaine de développement, nous avons fait ce que nous appelons un forum d'investissement en Afrique. Nous avons commencé ça en 2018. En 2018, nous avons attiré beaucoup d'investisseurs dans tout le monde, partout dans le monde, pour venir en Afrique investir dans l'infrastructure, énergie, digitale et tout cela. Nous avons pu obtenir l'investissement pour intérêt en Afrique d'un montant de 38,7 milliards de dollars en moins de 72 heures. Et nous avons fait ça encore en 2019 et nous avons pu obtenir l'intérêt pour l'investissement en Afrique de 40,1 milliards de dollars en moins de 72 heures. Nous n'avons pas pu faire ça pendant la période de Covid à cause de la situation de New ne peut pas voyager, mais nous avons pu faire ça cette année au niveau visuel. Même si c'était visuel, nous avons pu obtenir 38,4 milliards de dollars au niveau de intérêt pour engager un investissement en Afrique en moins de 12 heures. Ça veut dire que l'Afrique a des atouts très, très importants. Il y a les choses, par exemple, vous prenez au niveau de l'avenir, toutes les voitures seront quelque chose qui sera fait avec électricité. Mais regarde, les lithium-ion pour faire ça, ça se trouve ici en Afrique. Donc c'est clair, soit au niveau de l'agriculture, soit au niveau de énergie renouvelable, c'est l'Afrique qui est centrale. Nous avons des mines, nous avons des métaux, nous avons de l'huile, nous avons le gaz. Regardez aujourd'hui au niveau de l'Europe. L'Europe aussi passé en période, c'est très difficile d'avoir accès à la gaz. Mais regardez ici au Maroc, à Algérie, au Nigeria, au Ghana, au Tanzanie, à Mozambique. Est-ce que vous pensez, pardon, je me permets de vous interrompre, docteur Adesina, président Adesina, est-ce que vous pensez que justement le gazoduc Nigeria-Maroc, le projet de ce gazoduc Maroc, pourrait être plus bancable à cause, j'ai envie de dire, si je peux me permettre l'expression, de cette crise russo-ukrainienne? Vous savez que dans chaque crise, il y a toujours les opportunités. Et cette fois-ci, cette crise a montré la vulnérabilité de l'Europe pour leur dépendance sur la Russie d'avoir le gaz. Et aujourd'hui, avec tous les risques politiques, géopolitiques dans cette zone, l'Europe ne peut pas être assurée d'avoir l'approvisionnement au gaz. Mais regarde en Afrique aujourd'hui, nous avons les gisements très très importants au niveau de gaz en Afrique. Donc, je pense,
l'Afrique doit être une source d'énergie, de gaz pour l'Europe comme une machine alternative. Donc, je soutiens fortement le développement de cette infrastructure de pipeline qui entre le Nigeria, entre le Maroc, et aussi ça qui passe au niveau de transsaharien, le pipeline vers l'Europe, parce que nous avons tellement de gisements de gaz. Mais les gens ont dit beaucoup de choses sur le gaz. Ils disent non, on ne peut pas faire le gaz et tout ça là. Aujourd'hui, toutes les discours, c'est vraiment changé. Donc, Absolument. je pense qu'il y a l'opportunité dans cette crise. Et pour nous aussi, il faut qu'on utilise le gaz pour pouvoir aussi éclairer l'Afrique et l'alimenter aussi en énergie. Donc, si on dit, bon, au niveau de la transition énergétique, bon, on va faire la transition. Aujourd'hui, la Banque africaine de développement, pour nous, 83% de tous nos investissements dans le secteur énergie, ça s'est fait dans l'énergie renouvelable, mais je suis pragmatique. Ce n'est pas suffisant. Il faut avoir l'accès, il faut avoir l'abordabilité, il faut avoir la stabilité des systèmes d'énergie en Afrique. Pour ça, on a besoin de gaz. Oui, et vous faites bien d'être aussi pragmatique. J'apprécie beaucoup cela, ce pragmatisme de dire qu'en fait, effectivement, il faut développer les énergies renouvelables, mais il faut aussi s'appuyer sur des énergies telles que le gaz, qui ne polluent pas autant que le charbon ou d'autres énergies fossiles. Vous avez parlé d'alimenter en énergie. Il faut aussi alimenter ce continent. Je sais que vous êtes anciennement ministre de l'Agriculture et que cette souveraineté alimentaire, surtout qu'aujourd'hui, vraiment, ça se pose comme un réel challenge face à tous les pays africains, notamment à cause de cette crise ukrainienne. Il y a non seulement des menaces sur le blé, mais il y a aussi des menaces sur les engrais. Alors là, je voudrais vous poser la question sur comment vous voyez l'avenir de cette alimentation, l'avenir de cette sécurité alimentaire en Afrique, avec cette coopération, parce qu'aujourd'hui, il s'agit de coopération, et notamment le rôle du Maroc pour assurer tout simplement cette sécurité alimentaire sur notre continent. Tout d'abord, je pense que s'il y a quelque chose pour laquelle l'Afrique doit faire pour le monde, c'est pour nourrir le monde. Nous avons les terres, nous avons le main-d'œuvre, nous avons le soleil qui est vraiment partout, nous avons de l'eau, et le coût de production, ce n'est pas élevé. Donc, nous avons tellement de terres en Afrique. Donc, ça, c'est la première chose. Si vous regardez la situation de la crise russe, le conflit entre les Russes et l'Ukraine, il était étonné de même savoir que c'est un petit pays comme l'Ukraine, fait l'exportation de 31% de tout le maïs en Afrique. Vous prenez la Russie et aussi l'Ukraine, entre les deux, ils font presque 55% d'exportation de blé envers l'Afrique. Donc, il faut qu'on soit vraiment très sérieux. Nous savons les ressources, c'est la raison pour laquelle moi, dès qu'il y avait ce déclenchement de cette guerre, l'effet de ça, c'est que au moins 30 millions de tonnes de maïs au blé que l'Afrique importe de la Russie et l'Ukraine ne vient plus. 2 millions de tonnes de l'engrais ne vient plus. Absolument. Qui va aussi augmenter le coût de production et aussi réduire la productivité de nos terres. C'est la raison pour laquelle la Banque africaine de développement a lancé une facilité pour accélérer la production de l'alimentation en Afrique. Et cette facilité, c'est avec un montant de 1,5 milliard de dollars américains. Et qu'est-ce qu'on va faire avec cette facilité? Cette facilité, c'est pour permettre les pays africains de produire eux-mêmes leurs denrées alimentaires. Moi, je ne crois pas que l'Afrique doit tenir la main pour demander à manger et tout ça. Non, non, non. On doit développer avec la fierté. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé cette facilité. Et cette facilité de financement va permettre aux pays africains de produire au moins 38 millions de tonnes de blé, 11 millions de maïs et 18 millions de tonnes. Vous prenez par exemple le riz, on va faire 6 millions de tonnes. Et vous prenez le soja, 2,5 millions de tonnes. Donc, il faut qu'on fasse les choses comme ça. Nous avons déjà reçu les demandes de 35
pays africains pour cette facilité. On vient de faire l'approbation pour le Maroc d'un montant de 170 millions d'euros pour permettre le Maroc de faire ça. Mais un autre aspect pour lequel le Maroc peut jouer, ou déjà jouer un rôle très critique, c'est avec l'engrais. Vous avez le OCP avec le phosphate. C'est très important pour le monde. J'ai discuté avec M. Talab, qui est le directeur général pour OCP, qui facilite aujourd'hui l'approvisionnement en Afrique d'avoir l'engrais. Donc, si nous avons l'engrais, nous avons les technologies de maïs, de blé et tout cela, on peut nourrir l'Afrique. Je vous donne un petit exemple seulement. Vous prenez le cas de l'Éthiopie. J'y pensais aussi. La Banque africaine de développement a donné les semences améliorées pour le blé qui résiste la chaleur à l'Éthiopie. Et pendant une période, avec le montant de total de tonnes, 64 000 tonnes de ça. Donc, si vous prenez le Airbus 380, qui est un grave, le personne, le bagage et comment on dit, le cabron, ça pèse 99,4 tonnes. Donc, quand je dis 64 000 tonnes, ça veut dire pour presque 600 Airbus 380 sur la piste. Donc voilà, et à cause de ça, l'Éthiopie a pu réduire l'importation de blé par 80% pendant 2 saisons. Cette année, le Premier ministre Abiy Ahmed m'avait dit, Akin, cette année, on n'a pas fait l'importation de blé, et l'année prochaine, ils vont cultiver ça sur 2 millions d'hectares. Et l'année prochaine, il deviendra un exportateur du blé pendant une période de 3 ans. Regardez, ça veut dire que l'Afrique peut faire grand-chose. On peut devenir l'exportateur, et c'est ce que nous devons faire. Merci. Et espérons que cet exemple éthiopien puisse être dupliqué dans d'autres pays africains, parce que le besoin est là et l'opportunité aussi, pour reprendre vos termes. Oui, oui. Merci beaucoup, Président Dr Adesina. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, c'est un grand plaisir. Toujours un plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.